Bonsoir. Alors aujourd'hui, la séance, elle va vraiment essayer de compléter ce qu'on a à peine esquissé la séance dernière autour de la mélancolie. On avait croisé un texte de Wendy Bourne et on avait fini sur cette magnifique pièce qui est Le véritable Saint-Genest de Jean Rotrou. Ça, c'était la séance dernière. C'est une séance que j'ai pensé vraiment, comment dire, je sais pas comment dire, j'ai eu une espèce de regret en la finissant, notamment sur la mélancolie et sur la dépression. Je suis tombé sur un autre texte. Vous savez, on a beaucoup parlé de Mark Fisher la fois dernière, et il a beaucoup travaillé sur la dépression. Il a écrit un autre texte qui s'appelle Spectre de ma vie, qui sont une espèce de résumé de blog qu'il a tenu dans les années 2000 et 2010, et qui sont très intéressants et qui posent la question de ce que peut l'art face à la dépression. Pourquoi je parle de ça? C'est aussi pour, d'abord et avant tout, s'intéresser à une notion qui est la mélancolie, qui n'est pas du tout une notion nouvelle, ni en art, ni dans l'histoire de la gauche révolutionnaire, mais qui, en tout cas aujourd'hui, selon moi, mérite véritablement qu'on s'y attarde. Donc en fait, on va faire 3 définitions de la mélancolie, d'accord ? Et on va parler d'un certain nombre, on va projeter des choses. C'est pas habituel, mais comme il y a des spectacles que vous n'avez pas vus, que je n'ai pas vus non plus, donc ça va nous permettre d'en parler. Ça va ? Ouais ? Vous m'arrêtez si c'est pas clair, surtout sur s'il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas là à la séance dernière. Il y a des résumés que je vais prendre, notamment sur les histoires de plis dramaturgiques qu'on avait essayé un peu de comprendre la dernière fois. Donc si je vais trop vite, vous me dites, on s'arrête. On prend le temps, on prend un café, un truc un peu. Ok, donc le premier sens de la mélancolie, on va appeler définition 1, c'est tout simplement la nostalgie. C'est-à-dire que si on ouvre un dictionnaire, on va tout de suite tomber sur l'idée, en tout cas, que la mélancolie est très proche de la nostalgie. Ce premier sens, si on prend aussi le petit Robert, on a tout de suite une définition, et on nous dit « état de dépérissement et de langueur causé par le regret », obsédant du pays natal, du lieu où l'on a longtemps vécu, d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu. La nostalgie, c'est la mélancolie qu'on va qualifier, on va dire, de conservatrice. Pourquoi la mélancolie conservatrice? C'est qu'elle part d'un point de vue, elle va regarder le passé, et vous savez, c'est la phrase « c'était mieux avant » d'une certaine manière, c'est-à-dire que si on prend un peu la figure de l'ange de l'histoire, on regarde le passé et on essaye tant bien que mal de définir le futur, non pas comme quelque chose qui va changer quoi que ce soit, mais comme un projet de continuité. C'est-à-dire que la nostalgie, ce qui se cache derrière cet amour du passé, c'est un projet politique qui est celui donc, du conservatisme, on va écrire, qui n'est autre qu'un projet de continuité. Alors, j'en parle assez vite parce qu'évidemment, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais c'est intéressant de comprendre que la nostalgie n'a à peu près rien à voir avec la dépression qui va nous intéresser. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la nostalgie n'est pas du tout une force de l'immobilisme. Ce n'est pas non plus... c'est une force politique assez forte, et on l'a vu, qui ne se démontre pas forcément, mais qui a tout à fait sa légitimité en termes d'action. D'action de préserver, d'action de conserver. D'accord ? Donc ça, c'est la nostalgie. C'est à la limite pas très intéressant dans la mesure où, en fait, ça va définir tout un pan de la pensée politique et artistique qu'on va voir assez peu illustré. Donc on s'intéresse tout de suite à une deuxième définition sur laquelle on va beaucoup plus s'attarder, qui est ce que Wendy Bourne a appelé la mélancolie de gauche, et qu'on avait commencé en quelque sorte à définir la fois dernière. La deuxième définition ici qui nous intéresse, c'est la mélancolie de gauche. Alors, là il faut freiner un peu plus. La mélancolie de gauche, on a commencé à s'intéresser à voir cette expression dans certains travaux de Walter Benjamin,
en particulier autour d'un texte de Auguste Blanqui qui s'appelle L'éternité par les astres. Auguste Blanqui, est-ce qu'il y en a qui connaissent Auguste Blanqui? Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est moi une des figures qui m'a le plus fasciné autour de la gauche révolutionnaire française du XIXe siècle et qui a notamment participé à la révolution de 1830, celle des journées de juin et du massacre de juin 1848. Et au moment de la Commune de Paris, il est enfermé, il avait un peu ce surnom d'enfermé parce qu'il a passé quand même une grande partie de sa vie dans les cachots, enfermé. Et au moment de la Commune de Paris, il est enfermé dans le fort du Taureau, qui est un lieu absolument immonde, dans lequel il va écrire un des textes qui, selon moi, m'a le plus touché et qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la mélancolie de gauche, qui est L'éternité par les astres. Alors, L'éternité par les astres, c'est un texte vraiment très étrange. C'est un jour, vous avez l'occasion, il est édité tout seul avec une préface de Rancière, c'est très 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 intéressant. Vraiment, il faut s'y plonger. Pourquoi? C'est un texte qui est poético-scientifico-politique, on va dire. C'est à la fois un texte un peu d'astrologie, c'est une grande théorie sur la nature des astres, leurs mouvements et le système solaire, et en même temps, parallèlement, de manière un peu métaphorique, une théorie sociale sur la réalité de ce qu'a été sa vie et de ce qu'il pense des révolutions sociales en France. On va le lire, ça va être plus clair. Donc il faut garder en tête que c'est un texte qui a été écrit donc en 1871. Ce que j'écris en ce moment dans un cachot du fort du Taureau, je l'ai écrit et je l'écrirai pendant l'éternité sur une table avec... Je vais m'asseoir. Sur une table avec une plume sous des habits, dans des circonstances toutes semblables, ainsi de chacun. Toutes ces terres s'abîment, l'une après l'autre, dans les flammes rénovatrices pour en renaître et y retomber, écoulement monotone d'un sablier qui se retourne et se vide éternellement lui-même. C'est du nouveau toujours vieux et du vieux toujours nouveau. Les curieux de vie ultra-terrestre pourront cependant sourire à une conclusion mathématique qui leur octroie non pas seulement l'immortalité, mais l'éternité. Le nombre de nos sosies est infini dans le temps et l'espace. En conscience, on ne peut guère exiger davantage. Ces sosies sont en chair et en os, voire en pantalon et paletot, en crinoline et en chignon. Ce ne sont point là des fantômes, c'est de l'actualité éternisée. Voici néanmoins un grand défaut. Il n'y a pas progrès. Hélas, non. Ce sont des rééditions vulgaires, des redites, tels les exemplaires des mondes passés, tels ceux des mondes futurs. Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l'espérance. N'oublions pas que tout ce qu'on aurait pu être ici-bas, on l'est quelque part ailleurs. À l'heure présente, la vie entière de notre planète, depuis la naissance jusqu'à la mort, se détaille jour par jour sur des myriades d'astres frères, avec tous ses crimes et ses malheurs. Ce que nous appelons le progrès est claquemuré sur chaque terre et s'évanouit avec elle. Toujours et partout, dans le camp terrestre, le même drame, le même décor, sur la même scène étroite. Une humanité bruyante, infatuée de sa grandeur, se croyant l'univers, et vivant dans sa prison comme dans une immensité, pour sombrer bientôt avec le globe qui a porté dans le plus grand profond dédain le fardeau de son orgueil. Même monotonie, même immobilisme dans les astres étrangers. L'univers se répète sans fin, et piaffe sur place. L'éternité joue imperturbablement dans l'infini les mêmes représentations. C'est beau, hein? Ce qui est très troublant dans ce texte, c'est que sous couvert d'une théorie, vous voyez ce qu'il appelle, on va dire, la sosification, en quelque sorte, la mise en sosie de nos univers. Il défend une théorie selon laquelle il y a la coexistence de plusieurs planètes ou d'une infinité de planètes Terre, et qu'il y a un phénomène de sosie comme ça à l'infini. Il y a une théorie sociale, ou plutôt une fatigue sociale derrière cela.
qui a à voir, selon Walter Benjamin, avec l'éternel retour du moment révolutionnaire, de ce moment chéri d'embrasement où les bifurcations apparaissent et qui éternellement se fait opprimer. Ça, c'est très intéressant parce que selon Walter Benjamin, là, nous assistons de manière poético-sociale, encore une fois, scientifique, c'est tout ce qui fait la beauté de ce texte, d'une théorie de l'éternel retour, du fait révolutionnaire et surtout de son oppression. La première grande caractéristique de la mélancolie de gauche, c'est l'idée d'une impuissance. Donc on va mettre impuissance ici. D'une perte d'agentivité face à l'éternel retour de ce qu'on va appeler en quelque sorte à la fois l'embrasement, l'apparition du fait révolutionnaire et de sa répression. L'impuissance a à voir aussi avec l'immobilisme, bien sûr. La deuxième chose qui est importante là-dedans, et là c'est plutôt dans la continuité de Mark Fisher, c'est que cette impuissance est doublée aussi de ce qu'il a appelé la lente annulation du futur. Et je vais même rajouter la lente annulation d'un futur désirable. La dépression commence à partir du moment où le désir n'a plus d'objet concret, d'objet sur lequel s'accrocher. À ce moment-là, le bonheur dérape et nous nous retrouvons dans une perte de futur. La mélancolie de gauche possède comme une espèce de deuxième grande caractéristique cette idée foncièrement, on va dire, certaine, on a perdu un futur enviable. Donc c'est la perte d'un futur enviable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut comprendre. On l'avait contextualisé de manière un peu plus historique la dernière fois. Mark Fisher s'est beaucoup intéressé dans les années 70 et Wendy Brown vient compléter donc du coup son travail avec l'idée que la fin, en tout cas la disparition du communisme comme réalité politique, réelle alternative au capitalisme, allait aboutir à une mise en impasse de la gauche. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, une mise en impasse dans la gauche, coincée dans la mélancolie, et à jamais, en fait, devant faire le deuil de cette perte d'un futur enviable, c'est-à-dire que la gauche aurait perdu, d'une certaine manière, du désir pour un futur. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la nostalgie a un futur. Son futur, c'est la continuité. D'accord ? La mélancolie de gauche démarre à partir du moment et s'enlise à partir du moment où le futur désirable n'existe plus, où il est prisonnier dans un éternel retour d'oppression, etc. Et c'est là où la troisième caractéristique nous est donnée par Wendy Brown. Donc ce n'est pas simplement les personnalités atteintes, on va dire, de mélancolie de gauche. La mélancolie de gauche, ce n'est pas simplement l'impuissance et la perte d'un futur enviable, c'est aussi la jouissance de cet immobilisme et de cette perte. Je vous ai mis... C'est où ? Parce que j'ai trouvé une traduction, mais j'avais tellement mal traduit le texte que je m'en suis voulu. Donc je vous ai remis quand même une mini-traduction du passage le plus important du texte de Wendy Brown, qui dit, donc elle critique, ça s'appelle « Resisting Left Melancholy ». Une gauche qui fonctionne sans critique, donc on parle de la mélancolie de gauche, une gauche qui fonctionne sans critique en profondeur et radicale du statu quo, ou une alternative séduisante de l'ordre actuel des choses. Mais le plus gênant peut-être, c'est qu'il s'agit d'une gauche qui s'est plus attachée à son impossibilité qu'à sa potentielle utilité. Une gauche qui est plus à l'aise avec sa propre marginalité et son échec qu'avec l'espoir. Une gauche qui est donc piégée dans une structure d'attachement mélancolique à une certaine tendance de son propre passé défunt, dont l'esprit est fantomatique, dont la structure de désir est rétrograde et pénalisante. La troisième caractéristique que nous est Wendy Brown et qui fait peut-être le plus de mal, c'est que il y a une dérive réactionnaire, conservatrice de cette mélancolie de gauche, qui l'enferme, on va dire, dans une jouissance de l'immobilité, dans une espèce de satisfaction de l'impossibilité, et qui se trouve parfaitement à son aise avec l'idée de faire à jamais la perte
d'un futur, voilà, la perte d'un futur enviable, la perte de l'alternative. Et qui, encore une fois, se satisfait tout à fait de cela. On va l'appeler jouissance. Jouissance de la perte. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous me dites, parce que là c'est un peu le moment, un peu, voilà, définition quoi. Il y a un peu cette idée, en tout cas pour comprendre véritablement la mélancolie de gauche, il y a un peu cette idée, selon Mark Fisher, que ça dépeint en quelque sorte le dépressif qui se croit réaliste. C'est-à-dire que la mélancolie de gauche, d'une certaine manière, a créé des individus profondément dépressifs qui pensent être réalistes, c'est-à-dire qui pensent définir le cadre de ce qui est réaliste, alors qu'en réalité, ils ont simplement baissé les bras. Et selon lui, ils ont simplement cédé sur leurs désirs. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement s'avouer qu'ils n'ont plus ni la fougue, ni l'envie, ni le désir, etc., pour formuler un véritable désir de changement, eh bien, ils le pensent impossible et ils s'en sont parfaitement satisfaits. Et c'est là où nous avions vu cette espèce de penchant pour le cynisme aujourd'hui, qui est encore une fois assez ravageur, que ce soit en art ou même en société. Le cynisme apparaît véritablement comme une manière de prendre plaisir de l'impossibilité, de prendre plaisir de l'impasse. On avait vu ça, le cynisme comme plaisir de l'impasse. Ça, c'est vraiment il y a tout un projet artistique là-dessus. Donc en fait, la grande idée de Wendy Brown, et ça va nous amener à un premier exemple, la grande idée, c'est de résister face à ça. C'est évidemment de résister face à cette pente dans laquelle cette mélancolie de gauche, en tout cas historiquement, nous amène. Ouais. Et la clé, une des clés en tout cas qui va nous intéresser, c'est cette question de futur. Je vais la mettre ici. Futur. Futur, pas tellement comme simplement modalité temporelle, mais futur enviable, c'est-à-dire futur désirable. Encore une fois, pour ces gens et pour Mark Fisher, encore une fois, si on parle de dépression, c'est-à-dire de dissolution ou de dislocation de l'objet du désir, toute la question va être de retrouver du désir, de retrouver une projection, mais vraiment concrète à nos désirs. À cela, j'avais envie de parler d'un exemple. Un exemple de pièce de théâtre, ou pas tout à fait, d'expérience théâtrale, qui va être notre premier exemple. C'est une pièce de Bruno Latour et de Philippe Ken qui s'appelait Make It Work, théâtre des négociations, qui donc du coup a été jouée aux Amandiers. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette pièce? Ça vous dit quelque chose? Non, mais en gros, c'est... L'idée de Bruno Latour, c'était de réunir sur une semaine, donc en mai 2015, des centaines et des centaines d'étudiants et d'étudiantes en sciences politiques. La très grande majorité venait des différents IEP, de Sciences Po et tout, mais il y avait aussi des écoles de commerce, il y avait Normal Sup, il y avait Polytechnique, et aussi des étudiants et des étudiantes étrangères. On est 6 mois avant la COP21 qui va se tenir à Paris, donc en décembre 2015, donc 6 mois avant cette grande négociation avec les différentes délégations nationales des pays de l'ONU qui sont censés se mettre d'accord sur un accord contraignant pour permettre aux pays d'être à la hauteur d'une urgence climatique. On est d'accord ? Donc on est 6 mois avant, et le constat de Bruno Latour, il est le suivant. Il y a jusque-là, donc il y a eu le protocole de Kyoto, donc chaque année il y a des COP. Chaque année il y a des COP, il y a eu le protocole de Kyoto, mais ça n'a pas marché, il n'est pas allé assez loin, et puis les pays ne l'ont pas respecté. Donc il y a chaque année un échec, il y a un éternel retour, il y a quelque chose qui, chaque année, n'aboutit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévancer le futur, on va devancer l'échec de la COP21 à Paris, et on va créer cette espèce d'excroissance fictive qui va fonctionner sous l'aspect de la preuve. On va prouver que c'est possible en une semaine d'aboutir justement à un accord sur le climatique.
Et en fait, les étudiants et les étudiantes devaient, pendant une semaine, donc du coup, les choix étaient faits avant, endosser les rôles des différents États, des différentes délégations. Donc ils étaient 5-6, par exemple, pour les pays les plus importants, et ainsi de suite. Il y avait aussi des ONG qui étaient représentées. Et en fait, tous et toutes, pendant une semaine, devaient, de manière extrêmement réaliste, défendre les intérêts de leur pays et aboutir à un accord dit aussi réaliste. Il insiste énormément, Bruno Latour, sur le réalisme de l'expérience, c'est-à-dire vraiment avec des paramétrages concrets. Le tout était d'aboutir à un accord qu'ils allaient donner ensuite à un peu celle qui dirigeait la délégation française pour la COP 21, pour que, du coup, cette dame, ensuite, je ne sais plus comment elle s'appelle, arrive et dise, voilà, on a la preuve que ça peut marcher. Si des étudiants et des étudiantes l'ont fait, bon, pourquoi pas nous? Ça va, c'est clair? Ouais. Et je vais vous en montrer, il y a un documentaire qui est sorti de ça, je vais vous en montrer d'assez larges extraits, et après, on va en discuter. Alors, attends, il faut que je retrouve, moi. Ah oui. Oh, on n'a pas parlé du tableau, une autre fois. Alors, premier extrait. Donc oui, pardon, c'est un documentaire qui a été fait pendant la semaine. Attendez, il y a un problème de son. C'est à droite, hein. From the more than 40% of the global energy needs, less carbon-intensive technology at this country, more health developing countries, and less carbon-intensive techno-political decisions at affordable cost with financial support through effective mechanisms. So, is there any party opposed to passing this article at this point? Yes. You see this article right now? I don't know if the text of COP21 is more ambitious than what we are doing right now. We have the solution. The solution is imagination. Okay? For the moment, we are doing nothing. Okay? We are the generation of climate change. We will suffer it. We have the responsibility to act, not just as delegates, not just as functions, but also as individuals. Carry the weight of your population, carry the weight of your ecosystems, carry the weight of the people, of the scenes, of the nature you're representing. For the moment, this is nonsense. This is not even vision. I don't know what can we do of this? That's 1 minute, thank you. Was that a point of clarification? All right, last one, and then we will adjourn to go into our contact groups. I feel that there should be a space for what the outside intervention has stated, and we should have a creative contact group where people can express alternative visions, create an alternative document to the text that we will continue to work on. So we should at least give 1 hour, 2 hours to allowing all the branches that we have blocked off in the Thank you. pursuit This of... was not a comment on the fact that we're going to open the speakers list. Thank you. All right, hereby declare this meeting adjourned. They already voted that they want their contact groups to be unmoderated and whatever. So Deuxième extrait. Ah oui, j'aimerais bien vous... Ouais. Bon, il y a un moment, je n'ai pas très bien compris, il y a aussi des activistes qui sont censés jouer une action, et donc du coup jouer le blocage des négociations. Donc voilà, là ils ont mis des chaises, c'est assez pathétique. Mais je pense qu'on peut le montrer l'extrait quand même. Là, c'était les activistes. Et
Alors, du coup, l'autre passage. Oui. Donc, du coup, là, on est arrivé dimanche à la fin de la semaine et ils doivent aboutir à un accord. Hein. The delegates, you may please present your pathway as quickly as possible, because seeing as it's very long. Yes, good afternoon, Madam President, Secretary, honored delegates, and distinguished guests. The crucial thing about this, aside from its particulars, is that it incorporates a lot of the ambitious parts of the vision enumerated over the last few days, especially by those groups who were not pleased with the traditional form of negotiation. We've incorporated the voices of state and non-state actors, humans and non-humans, in creating this article, so we're very proud of it. I will just simply present, the delegation of Canada will simply present the first part. So the environmental competences currently distributed throughout various United Nations bodies shall be consolidated and rationalized under a single organism we have outlined in point 1. And to talk about only the subsequent substance of this measure, the delegation of Canada would like to cede the microphone to the United States. Thank you. So, as many of you may remember earlier, the United States had an issue with the earlier article that had been proposed regarding the World Environmental Organization. We've been working with Oceans Canada, everyone here, to find a solution that we think will really appeal to everyone, as well as the innovative nature of this conference. What we propose is within this new organization, the Global Environmental Organization, there will be a section that's specifically designated as an incubator for new and innovative projects that are crowdsourced and provided for by local communities. And I understand what you are trying to do, and it's very, very ambitious, which is good. But do you know that there are some treaties that have been signed since 1992 that have never been ratified by a lot of countries. So these 5 years is just it's like we are not being realistic. France, we would like just propose to replace renewable energy in the point switch by low carbon energy with nuclear power in it. That's okay, so replace renewable energy by low carbon energy. Okay. Now that we have that clarified, let's go back to see if we have consensus on this pathway. All those opposed to adopting this pathway, please raise their placards. Seeing as there are none opposed, this pathway is adopted. Congratulations. All right, which Ok, donc ça, c'était un peu les négociations et je voulais vous montrer. Allez, sup. Juste la conclusion. And then the agreement is officially adopted. Ok. Merci. Est-ce que ça va? C'était assez clair, donc vous avez compris qu'ils jouaient. Hein. Tout du long, ils avaient une semaine
Et en fait, l'inclusion des spectateuristes changeait un peu, c'est-à-dire que tu pouvais plus ou moins déambuler dans les différents espaces de négociation, assister évidemment à des assemblées plénières. Ouais. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que quand qu'ils jouaient, est-ce que c'était parce que c'était écrit ou est-ce que c'est à la manière enfin, eux-mêmes qui faisaient une fausse COP21, donc qui écrivaient eux-mêmes leurs textes comme s'ils étaient... Ils écrivaient eux-mêmes leurs textes. C'est-à-dire, en fait, ils écrivaient même pas leurs textes, ils improvisaient. C'est-à-dire qu'ils avaient des interventions. Il y en a qui sont arrivés avec des textes, donc avec des bouts d'intervention. Il y en a d'autres qui ont simplement travaillé les chiffres, c'est-à-dire le paramétrage de leur pays, les différents besoins, etc. Le but était ici d'incarner avec le plus de réalisme possible les différentes entités. Donc, c'est-à-dire à la fois des pays. Et la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Bruno Latour a insisté sur le fait qu'il devait négocier depuis un 2050 enviable. C'est-à-dire qu'il devait se projeter, faire l'effort. C'est pour ça que le futur est tant important là, pour la question qui nous intéresse, c'est qu'il s'agit d'abord et avant tout d'imaginer un 2050 désirable, enviable, voilà, pour contrer évidemment la fin du monde. Il y a quand même plusieurs intérêts à ça. Nous avons vu que la première chose que je trouve intéressante dans cette, on va dire, cette expérience théâtrale, c'est cette idée précisément du futur, c'est-à-dire de prendre ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, de devancer en quelque sorte l'éternelle oppression et de l'échec et de la mettre en une semaine et la recouvrir de succès. Il y a déjà quelque chose là-dedans qui à mon avis, est intéressante. La deuxième chose, moi, qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'est la participation, ou plutôt le flou. Il n'y avait personne, il n'y a aucun acteur, aucune actrice professionnelle dedans, et il n'y a que des étudiants et des étudiantes avec un jeu de floutage, en gros, avec des membres du public, en quelque sorte. Ça aussi, moi, ça m'a paru, en quelque sorte, aussi assez intéressant. La question, par contre, qui va nous préoccuper, en quelque sorte, la question dans laquelle on pose, c'est à quoi sert une telle expérience, et vraiment essayer d'y répondre avec le plus de lucidité possible. C'est-à-dire comment ne pas être confronté par le vide de la proposition, parce qu'évidemment, on voit bien que la simulation, c'est une simulation politique, se confronte dans un jeu de miroir, et vous voyez, c'est quand même assez énorme, le degré de croyance, en quelque sorte, et d'engagement des différents individus. C'est vraiment, à mon avis, une semaine de négociation. Mais on se rend bien compte que, évidemment, que les différentes mesures n'auront pas de valeur probablement politique, puisqu'ils n'incarnent aucune de ces institutions. Donc, du coup, quelle valeur ça a C'est un objet en surplus, c'est un objet, une espèce d'excroissance fictive, quelque chose qui est borné, quelque chose qui vient créer un sosie. On retrouve cette idée de doublon, de sosie qu'on avait creusé avec le véritable Saint-Genès. C'est une manière aussi de plier la réalité. Et donc du coup, là, la question vraiment qu'on se pose, c'est pourquoi ? À quoi bon ? La politique et l'imagination, on va essayer de s'interroger, et pour ça, j'ai amené une citation. C'est surtout les travaux de Jacques Rancière là, qui vont peut-être nous aider, en tout cas nous mettre sur la piste dont on a beaucoup parlé, et qui là sont, on va dire, remâchés dans le texte d'Olivier Neveu, un des textes d'Olivier Neveu, dont on a déjà parlé. On va lire, c'est un texte qui est un peu compliqué, mais qui va essayer de nous permettre d'esquisser en tout cas des éléments de réponse sur cette question. Que se passe-t-il en effet si l'existence de ce simulacre, en tant qu'il est simulacre, donc là on pense évidemment à ce simulacre qui de toute évidence n'est qu'une simulation politique, loin de céder sa place comme conséquence supposée à un regard dessillé perduré, insisté et sans mêler à la réalité non fictive. Si l'expérience du fictif nous ramenait certes au monde, mais augmentée de ce qui ici est vu. Ce que dit Rancière du fictif, il faut le dire du fictif théâtral, il est une manière de creuser la réalité, d'y ajouter des noms et des personnages, des scènes et des histoires qui la multiplient et lui ôtent son évidence univoque. Cette expérience du fictif ne désillusionne pas. On ne s'y retrouve pas plus connaisseur, savant ou informé. On s'y retrouve majoré de bribes de paroles, de regards, d'illusions singulières incarnées qui hantent et accompagnent, désormais, pour chacun différemment, la réalité. Y prennent possiblement part
cela n'est pas mécanique. La question n'est pas ce que dit le théâtre, mais ce qu'il forme, la présence effective d'une réalité fictive. C'est une formulation qui est très étrange, ça, mais qui renvoie et qui permet en tout cas de nommer précisément cette expérience. La vie sociale, au retour, n'est ni plus claire ni plus intelligible, elle est chaotiquement complétée. Elle l'est de s'être vue contester le monopole de la réalité par un autre plan qui n'en est pas moins réel, fut-il dédié par sa présence à révéler l'absence réelle. L'idée qui est intéressante là-dedans, c'est de dire que ce genre d'expérience, ce genre de laboratoire, en quelque sorte, ce genre de doublon, cette capacité en tout cas à créer une espèce de bégaiement en tout cas de l'histoire, permet d'empêcher ce projet-là de continuité, c'est en tout cas d'empêcher un certain réalisme, que Mark Fisher, on l'avait vu, le réalisme capitaliste, en tout cas d'empêcher une certaine idée de la réalité, une certaine idée du projet de continuité d'advenir. Une des définitions qui va nous intéresser le plus, pour essayer de comprendre ce qu'on va mettre ici, c'est cette définition de la politique par Jacques Rancière. La politique est l'œuvre de sujets qui introduisent dans l'ordre saturé de la police des objets en surplus. On va essayer de la comprendre. L'ordre saturé de la police dans le champ un peu des définitions de Rancière, c'est une assignation des places et des rôles de chacun et chacune dans la société. Ça, c'est la police. C'est l'ordre, en quelque sorte. Évidemment que des étudiants et des étudiantes ne sont pas censés négocier le prochain accord contraignant de l'urgence climatique. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur assignation. Okay ? Donc l'objet en surplus vient en quelque sorte perturber cette police, cette assignation. D'accord ? Mais pourtant, il y a un truc. Il y a un truc qui a à voir avec cette expérience, et je ne sais pas si ça vous le produit aussi. Moi, il y a quand même un malaise très important par rapport à ce laboratoire théâtral, et qui pour moi n'est pas du tout à la hauteur de ce dont on parle tout à fait, et de ce dont Rancière parle. Un des mots qui me met un peu en quelque sorte sur la voie, c'est que la politique, en art, etc., selon Rancière, a tout à voir avec une certaine dislocation et un certain sens du chaos. On va essayer de s'intéresser à ça, de ce terme. C'est pour ça que Neveu parle de l'idée qu'une fois qu'on sort de l'expérience artistique, on retourne dans la situation sociale augmentée, complétée, mais de manière chaotique. La réalité s'en trouve chaotiquement complétée. Mais tout est dans le chaotiquement, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a de chaotique à donner cette simulation à des personnes qui, sans doute, et vous l'avez vu, vont occuper ces postes à un moment. Ce sont des gens qui viennent d'écoles de commerce, des différents instituts d'études politiques, il y en a qui viennent de Columbia, de la London School of Economics. Ce sont des gens qui, de toute évidence, dans un certain projet de continuité, vont se retrouver dans ces places-là. Donc d'une certaine manière, on a juste devancé la chose qui allait advenir, c'est-à-dire leur donner les clés d'un monde qu'ils auront de toute manière au bout d'un moment. Donc on voit que l'espèce de perturbation, en quelque sorte, qu'on essaie de donner à l'intérieur de l'ordre saturé de la police est juste d'ordre, on va dire, de la prédiction, pas du tout de l'ordre de la perturbation. Ça permet véritablement... Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc évidemment, il y a quelque chose de chaotique à avoir, et on voit bien, évidemment qu'on va mieux comprendre avec la suite, mais il y a aussi quelque chose de très borné dans cette expérience, en termes d'espace, en termes de lieu, en termes d'équipe, et aussi en termes de temps. C'est-à-dire que ça commence lundi et ça finit dimanche. Et on voit bien que la tentative, en quelque sorte, de débordement par les activistes écologistes d'empêcher l'accord de prendre fin, en tout cas d'advenir. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu, on ne sait pas, ils n'ont pas trop la voix. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les tentatives de débordement, cette notion-là aussi, qui amènerait du chaos dans le cadre spatio-temporel, on va dire, de l'expérience théâtrale, ne sont pas là. En réalité, le cadre spatio-temporel n'est pas du tout étrange non plus. Il est parfaitement compréhensible, il est même assez lisse, c'est assez net. Et le fait qu'ils ont un agenda et puis un accord aussi à donner à la déléguée française, etc., qui va l'amener à la COP 21, est quelque chose qui peut tout à fait rentrer dans le cadre d'un cursus scolaire. Bon.
Ça nous amène véritablement à creuser à nouveau et à nous intéresser à cette chose-là, qui est en fait la dépression. Ce que dit Mark Fisher et qui est très importante, c'est que nous avons besoin, en réalité, de la dépression. Ou en tout cas, on a besoin en particulier de la mélancolie de gauche comme une espèce d'état premier. Ce qui est sûr, et là j'en donne ma main à couper, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout sensibles à la mélancolie de gauche, ne sont pas du tout sensibles, ou en tout cas à une profonde insatisfaction par rapport à l'état des choses. D'une certaine manière, ce sont même, à mon avis, des individus qui auraient tout à voir, ou en tout cas tout intérêt, à rester dans une logique de la continuité. Et ça, on le sent pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun moment où la mélancolie de gauche ne se trouve incarnée, représentée comme une atmosphère générale. Et on va essayer de comprendre ce que artistiquement ça produit, d'être imbibé par cette mélancolie de gauche. Et c'est là où on va essayer véritablement de comprendre aussi ce que Neveu appelle le chaotiquement complété et ce que Rancière appelle cet objet en surplus qu'on vient imposer dans l'ordre saturé de la police. Est-ce que ça va ? Ouais. Ok, donc là maintenant on s'intéresse un peu à ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est-à-dire ce qu'on va mettre ici. Là on s'intéresse au nerf de la guerre qui est de comprendre la mélancolie non plus simplement comme quelque chose à quoi résister, quelque chose qu'il faut éloigner de la vie, mais à la fois quelque chose qui est le remède et quelque chose qui est le poison. Et c'est là où ça va devenir un peu, on va dire, complexe et particulièrement chaotique. On va s'intéresser à une figure qui est un peu la grande figure théâtrale de la mélancolie, qui est Hamlet. On va s'y intéresser pour comprendre l'ampleur de ce que ça peut être que d'ériger dramaturgiquement, et même dramatiquement, artistiquement, la mélancolie de gauche comme état, c'est-à-dire comme atmosphère générale. Et ce qu'on peut en faire, ce que ça permet de faire, ce que ça permet de penser, et ce que ça permet de dégager aussi comme on va dire, état du monde. Oui. Juste avant, du coup, le projet de Bruno Latour, Ouais. c'était pour lutter contre cette mélancolie de gauche C'est-à-dire que lui, en réalité, une des choses qu'il voulait montrer, c'était pour sortir de l'impuissance, on va le faire. On ne va pas attendre que des gens nous disent que on va prouver notre propre agentivité en mettant en place directement un cadre fictif, certes, mais un cadre quand même qui va prouver à tout le monde qu'on est capable de le faire. Ensuite, on va créer ce futur, on va le créer de manière emblable. On va s'imaginer 2050, on veut ce 2050, donc on fait quoi pour ça ? On a ces mesures-là. Et après, évidemment, il n'y a pas de jouissance de la perte, parce qu'il n'y a pas de perte. D'accord ? Donc en fait, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai montré cette expérience théâtrale est une manière d'anéantir véritablement la mélancolie de gauche, ou en tout cas d'essayer d'en sortir. Et même, c'est pour ça qu'il y a quelque chose, et je trouve que là où le bas blesse véritablement, c'est vraiment de l'ordre du chaos, mais du chaos aussi qui a à voir avec l'imaginaire. Là, on voit bien que ça a tout à voir avec une forme de réalisme. Mais de réalisme dans ce qu'il a de prévisible. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le mot qui m'a fait tiquer dans Bruno Latour, c'est l'obsession du réalisme. Mais en fait, le réalisme, c'est ce qui peut être prédit. Si c'est ce qui peut être prédit, c'est ce qui va continuer. Il n'y a pas de changement dans le réalisme. Puisqu'en fait, tout ce qui peut changer est qualifié de non réaliste. Donc en fait, à partir du moment où on reste dans les clous du réalisme, on sait que ça ne restera toujours qu'un projet de continuité. Au contraire, ce qui va intéresser Rancière, et là où ça commence par exemple, selon lui, la politique, c'est à partir du moment où on sort du cadre de ce qui est réaliste. Ouais ? Ok. Ouais. C'est la porte de la mélancolie de gauche. Pourquoi est-ce que, du coup, on considère que la mélancolie de gauche est en fait nécessaire et devrait être prise
comme tel et comme atmosphère On va le voir dans Hamlet. C'est Hamlet qui démontre l'intérêt de la dépression. Non, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que, non, mais on va le voir, ça va beaucoup s'éclairer avec Hamlet. Ouais. C'est juste un dernier truc, je suis pas sûre que vous ayez la réponse, mais les étudiants à qui on a présenté ça, on leur a présenté ça comme un exercice ou comme une œuvre? En fait, ça fait partie d'un laboratoire des arts vivants politiques. Comment c'est quoi l'intitulé? Je ne sais plus quel est l'intitulé particulièrement de Bruno Latour. Et après ça, ça fait partie de la programmation artistique du Théâtre des Amants de Nanterre. Après, ça faisait partie des ovnis. C'est un ovni, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vraiment est à mi-chemin entre beaucoup de choses, à mi-chemin entre le réel laboratoire, le réel cursus scolaire et la pièce de théâtre. Je pense que c'est ce qui les intéressait aussi, de ne pas répondre à cette question. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est parce que en fait, là, ça pose de manière... déjà, parce que en fait, le film est assez parlant, ça permettait qu'on ait, nous aussi, quelque chose à voir avec la... Ça pose la question de la simulation politique. Si on a le temps tout à l'heure, moi j'aimerais parler d'un autre spectacle que j'ai vu qui pose un peu cette question-là aussi, mais qui est plus compliqué, parce que comme vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas de... Bon, c'était plus compliqué. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi simuler la politique, c'est-à-dire pourquoi sur un plateau de théâtre, faire semblant de changer le monde. Quel intérêt ça a? Alors, on ouvre le chapitre Hamlet. Bon, l'histoire en 2 mots, mais tout le monde la connaît. On est au Danemark, il y a un royaume, il y a le père de Hamlet qui est roi et qui vient de mourir. D'accord ? Sur le trône, on trouve son frère, Claudius, et son ancienne femme, Gertrude, qui a épousé entre-temps son propre frère. Bon, vous voyez une espèce de triangle, hein, et donc du coup est devenue reine. Vous voyez l'espèce de triangle qu'il y a eu ? C'est-à-dire que donc du coup, Hamlet a perdu son père et sa mère a changé d'époux en épousant le frère du roi défunt. D'accord ? Hamlet, c'est le prince du Danemark. Okay ? Au tout début de l'histoire, son père apparaît sous la forme d'un spectre et dit Hamlet, je suis vraiment nul pour les résumer, désolé. Hamlet, en plus j'essaye d'imiter, c'est horrible. Je ne suis pas mort comme ça, je me suis fait assassiner, c'est Claudius et Gertrude, ma femme, qui ont tous les deux manigancé ma mort pour mettre Claudius et se retrouver sur le trône, pour m'évincer, d'accord ? Et là, à partir de ce moment, s'ouvre un flottement pour Hamlet. Soit il doit venger son père en tuant Claudius, au moins, si ce n'est tuer sa propre mère, soit, il continue. Il fait comme si de rien n'était, il oublie cette histoire de spectre et il vit. Cette indécision, cette espèce de division, qui est un des fondements aussi de la dépression selon Mark Fisher, c'est le doute, on peut appeler ça. C'est une division. C'est une... voilà. Et en fait, toute la pièce n'est qu'une manière, d'une certaine manière, de s'interroger sur cette division, s'interroger sur l'état de Hamlet, et nous aussi, rétrospectivement, de savoir mais à quoi ça peut bien lui servir. Est-ce qu'il en jouit de cet état, de son immobilité, ou est-ce qu'il l'utilise pour faire autre chose? Et donc, en fait, c'est une pièce sur l'ambivalence de la mélancolie. C'est là où, évidemment, ça va nous intéresser. En réalité, Hamlet va essayer, tant bien que mal, par moments, par éclat, prendre chacune des caractéristiques de cette définition pour la transformer en arme, pour la transformer en petits moments de résistance, pour la transformer en moments d'éclat qui, ou non, va essayer de faire apparaître ces fameux moments de bifurcation dont parlait Auguste Blanqui. La première chose que ça produit chez Hamlet, et vous le savez sans doute, c'est l'introspection. Hamlet est une pièce qui est très connue, et vous le savez, pour les grands soliloques, les grandes tirades de Hamlet qu'il se fait à lui-même. Je ne dirais pas introspection comme première caractéristique, j'utiliserais le terme de solitude. La première force de Hamlet, c'est de se savoir seul, c'est-à-dire d'utiliser sa solitude pour ce que Mark Fisher appelle un processus d'auto-étrangéification. C'est ça qui va nous intéresser. C'est en réalité quand
on s'auto-étrangéifie, on voit deux Hamlet. On voit le Hamlet qui va simplement continuer, qui va faire comme si de rien n'était et qui va se dire que le spectre n'est qu'un mauvais rêve. A priori, un spectre, ça n'existe pas sur Terre, c'est pas réaliste. Donc, à quoi bon y accorder quelques crédits? L'autre Hamlet est un Hamlet qui, pour le coup, le dérange parce qu'il n'est pas familier. C'est un Hamlet qu'il ne connaît pas encore, qui est le Hamlet assassin, qui est le Hamlet, etc., etc. Le processus d'auto-étrangéification, évidemment, nous rappelle quelque chose dont on est familier, nous, dans le séminaire, qui est la grande question de Brecht, qui est de comment faire apparaître l'étranger comme tel, c'est-à-dire ce qui nous est étranger, c'est-à-dire ce qui ne nous est pas familier. Et là, en fait, Hamlet essaye de le faire à l'intérieur de lui-même. Le fameux être ou ne pas être, je l'ai mis, mais est-ce qu'on le lit, est-ce qu'on ne le lit pas? On va le lire. Une des questions, par exemple, de être ou de ne pas être, c'est véritablement la question de est-ce que je me connais? Est-ce que ce que je suis est véritablement ce que je suis? Et c'est une question qui est un vertige, mais qui est un vertige qui possède une utilité, selon Fischer et selon Benjamin, qui permet d'une certaine manière de permettre à ce qu'on devienne quelque chose qui n'était pas prévu, à permettre de devenir quelque chose qui, jusque-là, n'était pas imaginable. En réalité, si on ne passe pas par cette solitude, si on ne passe pas par ces processus d'introspection pour faire entrer la division et pour faire entrer l'étranger en soi-même, on n'est pas capable de changer. On ne se verra jamais changer. Et le être ou ne pas être, c'est précisément ce qu'on voit, ou en tout cas ce à quoi on assiste. Être ou ne pas être, c'est là la question. Il y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus, et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont les legs de la chair, c'est là une terminaison qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Le là et l'embarras, évidemment, pour nous, est ce qu'il y a d'intéressant. L'embarras n'est pas de mourir, l'embarras n'est pas de dormir, l'embarras est de rêver. Évidemment que quand tu te retrouves tout seul, quand tu te retrouves à devoir prendre une décision, quand tu te retrouves au bord, en quelque sorte, de ce processus lent et douloureux d'auto-étrangification, c'est-à-dire de se voir soi-même changer, ou de ne plus se connaître soi-même, alors oui, ça devient embarrassant. Puisque tu es, et Hamlet n'aura de cesse que de faire ça, que dans des projections de ce qu'il peut être, de ce qu'il doit être, ou de ce qu'il devrait être, etc. Bon. La deuxième chose qui nous intéresse chez Hamlet, c'est la manière dont il va transformer son immobilisme, c'est-à-dire que, évidemment, qu'il ne va pas agir, il ne va pas non plus ne rien faire, puisque ça va lui permettre de saboter. Donc la deuxième grande caractéristique de Hamlet, ou en tout cas de sa résistance, c'est le sabotage, c'est le sabotage de la continuité, c'est le sabotage de la familiarité, c'est le sabotage de la vie et de l'indifférence. Hamlet est un personnage qui va devenir à partir de là extrêmement agaçant, extrêmement gênant par ses énigmes. Ils vont le croire tantôt fou, tantôt perspicace, mais toujours est-il qu'il va chercher en gros à être ce petit caillou qui va servir à enrayer. Il n'a pas à proposer de bifurcation, il n'a pas encore à proposer de projet politique pour changer, etc. Le mieux qu'il puisse faire dans l'état dans lequel il est, c'est être gênant. Être gênant, du coup, aux yeux de personnes qui n'ont qu'un seul intérêt, eux, c'est de continuer. Qui n'ont qu'un seul intérêt, eux, c'est de vivre dans l'indifférence. Claudius, Gertrude, Polonius, etc. Donc, il va devenir ce petit caillou. Il va devenir le fameux grain de sable. Permettre à quoi? Permettre à ce que les gens s'arrêtent. Et ça, c'est un peu une des grandes questions. Permettre que les gens s'arrêtent. Il veut les pousser à bout, les arriver en quelque sorte dans le même état que lui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. C'est que Hamlet n'a qu'un seul intérêt, c'est pousser les gens jusqu'au bord du gouffre, de leur propre identité, de leur propre certitude, etc. Bon. La troisième caractéristique, qui est celle qui nous intéresse le plus, c'est que Hamlet va avoir un goût,
ou plutôt une passion, puisqu'il est mélancolique, il a une passion pour les objets en surplus. Et notamment dans la pièce, avoir une passion pour le théâtre. Donc on va appeler ça goût pour le virtuel. Une petite parenthèse un peu théorique. On va dire goût pour le virtuel, ou on va dire apprendre à écouter les spectres. La particularité de Hamlet, c'est que dès le début de la pièce, il ne remet pas en doute la parole qui lui est venue d'un spectre. Ça, c'est quelque chose de très troublant, et qui doit être vécu, et qui doit être ressenti comme troublant. Et qu'en réalité, l'état dans lequel il se trouve, lui permet de donner une valeur au virtuel, lui permet de donner une valeur justement à ce qui n'existe que d'être possible, à ce qui n'existe de ne pas être là. La valeur de ce qui n'existe de ne pas être là, c'est une définition qui est un peu savante, un peu philosophique, que Jacques Derrida a donnée dans Spectre de Marx sur l'identité de Marx. C'est un régime d'existence pour les uns et les autres qui, normalement, dans le cours d'une existence un peu simple, n'a pas vraiment d'utilité ni même de réalité. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe sous la forme soit d'une menace, soit d'une peur. Par exemple, si on pense au communisme, même si le communisme n'a jamais eu lieu, ça a eu une influence sur le présent, puisque les gens en fait ont vécu ça comme quelque chose de possible. Donc du coup, ils ont réagi. Mais pourtant, ce n'est pas quelque chose de réel qui a agi sur eux, c'est quelque chose de spectral. Et c'est pour ça que ce régime d'existence est particulier. C'est une espèce de manière de valoriser. Nous, pour simplifier, on va appeler ça le virtuel. Mais c'est de valoriser des choses qui n'existent que du fait de ne pas être là. De ne pas être encore là, ou de ne pas être, ou de pouvoir être là. D'accord ? Et ça, c'est une passion pour Hamlet. Hamlet tombe nez à nez avec une troupe de comédiens, et il les adore, et il envie ce pouvoir qu'ont les comédiens de donner de la valeur à quelque chose qui n'existe pas. C'est la deuxième tirade, en quelque sorte, de Hamlet, où en fait il vient d'assister à une prouesse d'acteur, où un acteur a pleuré sur le sort d'un personnage de théâtre. Mais c'est juste une petite tirade. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, je suis seul. Bon, il est toujours seul, ça on l'a compris. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, je suis seul. Ô misérable rustre, maroufle que je suis. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien, ici, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre conception, que tout son visage s'enflamme sous cette influence, qu'il a les larmes aux yeux, l'effarement dans les traits, la voix brisée et toute sa personne en harmonie, de forme avec son idée. Et tout cela pour rien, pour Hécube. Ça, c'est vraiment une des phases les plus connues de Hamlet, ce pour rien, pour Hécube. C'est vraiment ça. Là, on est vraiment dans cette passion. Que lui est Hécube, et qu'est-il à Hécube pour qu'il pleure ainsi sur elle ? Que ferait-il donc s'il avait les motifs et les inspirations de douleur que j'ai ? Il noierait la scène dans les larmes, il déchirerait l'oreille du public par d'effrayantes apostrophes, il rendrait fous les coupables, il épouvanterait les innocents, il confondrait les ignorants, il paralyserait les yeux et les oreilles du spectateur stupéfait. Et moi pourtant, niais, pétri de boue, blême coquin, Jeannot rêveur, impuissant pour ma propre cause, je ne trouve rien à dire, non rien en faveur d'un roi à qui l'on a pris son bien et sa vie si chère dans un guet-apens damné. Suis-je donc un lâche ? Qui veut m'appeler maintenant ? Me fendre la caboche, m'arracher la barbe et me la souffler à la face, me pincer par le nez, me jeter le démenti par la gorge, en pleine poitrine, qui veut me faire cela ? Ah !
Pour sûr, je garderai la chose. Et il faut absolument que j'aie le foie d'une tourterelle et que je n'ai pas assez de fiel pour rendre l'injure amère. Autrement, il y a déjà longtemps que j'aurais engraissé tous les milans du ciel avec les entrailles de ce drôle. Sanguinaire et obscène scélérat, sans remords, traître, pillard, ignoble scélérat. Ô vengeance, quel âne suis-je donc? Oui, voilà qui est bien brave, moi le fils du cher assassiné, moi que le ciel et l'enfer poussent aux représailles, me borner à décharger mon cœur en paroles comme une putain, et à jurer comme une coureuse, comme une souillon, fille, quelle honte, en campagne, ma cervelle. Deuxième paragraphe. J'ai ouï dire que des créatures coupables assistant à une pièce de théâtre ont, par l'action seule de la scène, été frappées dans l'âme au point que, sur le champ, elles ont révélé leur forfait. Déjà ça, alors, rien que ça, on peut s'arrêter un tout petit peu. C'est étrange, non? Vous en connaissez beaucoup, vous, des pièces de théâtre qui ont fait avouer comme ça des gens directement « Oui, je suis coupable, jugez-moi ». Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, trouve pour parler de miraculeux organes. Je ferai jouer par ces comédiens quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père. Devant mon oncle, j'observerai ses traits, je le sonderai jusqu'au vif, pour peu qu'il se trouble, je sais ce que j'ai à faire. L'esprit que j'ai vu pourrait bien être le démon, car le démon a le pouvoir de revêtir une forme attrayante, oui, et peut-être, abusant de ma faiblesse et de ma mélancolie, grâce au pouvoir qu'il a sur les esprits comme le mien, me trompe-t-il pour me damner. Je veux avoir des preuves plus directes que cela. Cette pièce est la chose où j'attraperai la conscience du roi. Alors, ce dont il parle, c'est une pièce de théâtre qui va jouer tout de suite après, qui s'appelle La Souricière. Mais déjà, il faut bien comprendre qu'il est déjà dans un état qui est assez similaire à notre jeunesse de la fois dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est-à-dire un état de perdition. Il donne au théâtre une foi que le théâtre n'a, pour ainsi dire, quasiment jamais eue. Où est le théâtre qui a permis de révéler la vérité des coupables présents dans la scène, etc. C'est quelque chose, en tout cas, qui est vraiment, à chaque fois, nous on se pose la question de ce que peut le théâtre, etc. Là, on voit bien que Hamlet donne, en tout cas, une croyance dans le théâtre qui est complètement disproportionnée. Moi, je lui dis déjà à Hamlet, ça n'arrivera pas, cette chose-là. Mais pourtant, il y croit dur comme fer. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va chercher évidemment à valoriser, c'est cette chose-là. C'est pourquoi il y croit et qu'est-ce que ça lui permet de produire. Ce que ça lui permet de produire, en l'occurrence, c'est cette pièce étrange qui s'appelle La Souricière. La Souricière, c'est une représentation donc, du coup, de théâtre dans le théâtre qui va avoir lieu devant la cour, donc devant Claudius, devant Gertrude, devant Polonius, etc. Et il est tout feu tout flamme, le Hamlet, parce que lui, il y croit dur comme fer à son histoire de théâtre. Le théâtre, cette pièce, commence par une pantomime. J'adore la description de la pantomime de La Souricière, je vais vous la lire. C'est très mignon. Donc, la pantomime. Donc, pantomime de La Souricière. Entre un roi et une reine. Ils s'embrassent. Elle s'agenouille et fait force protestation d'amour au roi. Il la relève et pose la tête sur la nuque de la reine. Et il s'étend sur un talus fleuri. Le voyant endormi, elle le quitte. Et entre alors un autre homme qui lui ôte sa couronne, y pose les lèvres, verse du poison dans l'oreille du dormeur et le quitte. La reine revient, trouve le roi mort et par son jeu montre son désespoir. L'empoisonneur, accompagné de 3 ou 4 comparses, revient. Il feigne de partager sa douleur. On enlève le corps. L'empoisonneur fait la cour à la reine et lui donne des présents. Elle apparaît insensible un moment, mais finit par accepter son amour. Il faut imaginer que c'est une pantomime. Donc évidemment, Claudius, donc on voit cette espèce de chose un peu étrange, qui n'est pas tout à fait comme nous, là. Ce n'est pas un miroir réaliste, ou ce n'est pas non plus une de ces prétentions un peu de simulation et quelque autre. On voit bien que là, on s'intéresse à une pantomime qui est un peu déformée, et qui est assez déformante aussi, qui grossit quelque chose qui est
la réalité. Claudius donc, a véritablement tué donc, du coup, son frère, et Gertrude a véritablement fini par accepter du coup, l'amour de Claudius. Ce qui est dérangeant, évidemment, c'est que Hamlet, lui, il a l'impression que... Qu'est-ce qu'il attend? En fait, ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'il attend, Hamlet, comme réaction? Parce que lui, il est là, donc du coup, il est là avec Claudius, etc., il les regarde. Mais en fait, il attendrait, lui, dans sa tête, que Claudius, à ce moment-là, fasse « Bah oui, c'est vrai, c'est la vérité, j'ai fait ça. » Et en fait, encore une fois, je ne vois même pas ce que concrètement il attend comme situation. C'est ça qui est perturbant. Moi, c'est ce qui m'a toujours perturbé, mais c'est quoi véritablement les attentes d'Hamlet pour la souricière? Mais parce que c'est complètement foiré. Je ne sais pas ce qu'il a imaginé. Que Claudius, après, dise « Bah voilà, ben voilà, c'est moi le géant poissonné, j'ai tué le roi. » Bon. Donc évidemment, sa pièce ne marche pas, ou ne marche que plus ou moins. Gertrude est un peu agacée, ça gêne, mais en tout cas, il n'y a pas cette séance où la vérité éclate. En réalité, il n'approche même pas de la vérité. Non, mais c'est vrai, non? Tu hésites. Quand même, le roi, il dit... Enfin, il y a tout un truc sur le visage du... Enfin, pas du roi, du coup, il comprend que Hamlet a compris. Il comprend que... Non, alors... oui. C'est-à-dire qu'il devient encore plus agaçant. Mais ce n'est pas la pièce qui fait ça, c'est ce qu'il dit pendant la pièce. Et c'est en réalité, parce qu'il est beaucoup plus explicite d'une certaine manière dans ses remarques ou dans ses commentaires, voyant que la pièce ne marche pas tout à fait. Moi, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Parce que la pièce en elle-même ne produit pas grand-chose. C'est-à-dire, parce qu'après, il y a un texte, il y a un texte qui est assez horrible, en plus, qui est écrit en grand vers libre, là. Vous voyez à peu près ? Ou pas du tout. Lisez La souricière un jour, et vous verrez que c'est un texte assez pompeux, et qui est pas très clair non plus. Donc, à mon avis, mais il est agacé, mais que Claudius soit agacé, à la limite, d'accord, mais il est agacé, il a déjà été agacé, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'efficacité qui, de toute manière, il n'atteint pas. Il cherche une preuve de sa culpabilité, non? Et n'importe quelle réaction, enfin sa réaction lui dit que Que sa mère va arrêter la pièce. Oui, c'est sa mère qui est... En fait, ça marche beaucoup plus sur sa mère que sur Claudius, ouais. Mais sa mère, lui, il n'y pensait pas, c'est surtout sur Claudius, lui, qui veut. Parce qu'a priori, il ne va pas tuer sa mère, lui, il veut tuer Claudius. En tout cas, il veut que Claudius soit condamné. Sa recherche de justice, elle est davantage envers Claudius. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, sa réaction, elle aboutit quand même à quelque chose. C'est pas comme si c'était endormi pendant la pièce et que ça lui fait rien. Enfin, Oui, mais ça apporte quoi? quelque chose d'assez suffisant pour que Hamlet se rende compte que... Hamlet est sûr. Ah oui, est sûr. Hamlet, après, il est sûr qu'il est bien coupable. Avant, il n'était pas sûr. Ah oui? Après, il y a un peu un truc de... Non, mais après, je comprends, il y a un peu un truc de... Il savait déjà, mais il avait besoin d'une preuve pour se lancer. Mais ça, c'est foireux. C'est vrai, toi, tu crois à ça? Je trouve ça foireux. Parce qu'en réalité, tu fais... En fait, encore une fois, là, on parle, si on pense d'un truc, c'est un spectre qui vient lui dire, écoute, ça, c'est la vérité. Il fait une pantomime. Claudius part parce qu'il est énervé. Et là, pour vous, c'est la preuve, quoi. Non, mais pour Hamlet, me dire, mais dans le raisonnement, si on essaye de... Mais en tout cas, même si après on peut jouer, mais le texte en tout cas entremêle, et j'ai l'impression qu'un des intérêts, c'est véritablement que le théâtre produit des effets, en quelque sorte, cette espèce, parce que la souricière, c'est typiquement un objet en surplus. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux objets en surplus, c'est qu'on voit bien que c'est une espèce de bégaiement approximatif et un peu décalé de la réalité, qui est foutu un peu comme un pavé dans la mare dans la pièce, mais comme quelque chose dont on ne sait pas très bien quoi faire, et dont l'utilité est assez, questionnable, ou en tout cas discutable, parce qu'il y a Ophélie qui ne comprend absolument rien, il y a Polonius qui dit que les acteurs jouent super bien, il y a Gertrude qui, elle, croit comprendre, elle part, et en fait on comprend que 2 scènes plus tard, on comprend bien que ce n'est pas tout à fait ça qu'elle a compris, puis après il y a Claudius qui est énervé, mais on ne sait pas très bien pourquoi il est énervé. C'est pas le grand tribunal. Lui, j'ai l'impression qu'il imaginait ça comme un tribunal. Et surtout, chose encore plus étrange, il imaginait que ça allait être le moyen pour eux de se dire coupables. C'est ça qui est très bizarre. Bon. Ok. Si on revient sur notre histoire de chaos,
Je ne sais pas si je lis maintenant. Il reste combien de temps? On est un peu large. Ah oui, ça va. Ça va bien? Ça va? On va lire quand même un texte de Benjamin. Sur cette question-là, ça serait un peu lui faire injure que de ne pas, ne serait-ce que lire un peu de ces textes. C'est un texte qui est assez connu parce qu'il tisse une figure qui l'a obsédé, qui est celle du chiffonnier. Le chiffonnier est celui qui, à mon avis, a le plus à voir avec Hamlet et le plus à voir avec ce qu'on essaye de définir ici, là. Aussi, notre auteur, comme de juste, reste-t-il pour finir un isolé? Première caractéristique, la solitude. Un mécontent, pas un chef. Un mécontent, pas un chef, évidemment, c'est déjà aussi une des choses qui nous paraît importante par rapport à Make It Work. C'est que les personnalités qui sont capables de véritablement penser à un changement radical de la société, de sortir du réalisme, etc., n'ont rien à voir avec les chefs. Pas un fondateur, un trouble-fête. Et si nous voulions le représenter tel qu'en lui-même, dans la solitude de son métier et de ses visées, nous verrions ceci. Un chiffonnier au petit matin, rageur et légèrement pris de vin, qui soulève au bout de son bâton les débris de discours et les haillons de langage pour les charger en maugréant dans sa carriole. Non sans de temps en temps faire sarcastiquement flotter au vent du matin l'un ou l'autre de ces oripeaux baptisés humanité, intériorité, approfondissement. Un chiffonnier au petit matin dans l'aube du jour de la Révolution. Je n'ai pas grand-chose d'autre, évidemment, à dire sur la posture de chiffonnier, mais je trouve qu'elle vient compléter la posture qui nous intéresse, qui n'est pas simplement qu'une posture. Là, on va essayer d'ériger, en quelque sorte, ce que Hamlet incarne comme projet artistique, c'est-à-dire comme chose qui, à l'échelle d'une œuvre, nous permet de sortir et de cette tendance-ci et de cette tendance. Ouais. Hamlet, c'est précisément le personnage qui va faire des va-et-vient entre les deux définitions, en quelque sorte, de cette mélancolie-là que nous avons. Et Hamlet va produire, incarner un projet artistique de dislocation. Et c'est ça là qui va commencer un peu à nous intéresser et nous amener aux vrais exemples que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Et c'est là aussi où on comprend le chaos. Pourquoi le chaos est nécessaire? Il y a dans Hamlet une dislocation qui a à voir avec l'identité, une dislocation identitaire, et une dislocation pas tellement ontologique, c'est d'abord et avant tout aussi une dislocation sociale sur ce qu'on est censé faire. C'est une dislocation de la police comme en quelque sorte un ordre avec les différentes assignations sociales. C'est une dissociation du rôle que nous avons dans la société. Okay, donc ça, c'est une première dislocation, qui est une dislocation qui est assez importante et qui permet aussi d'avoir plusieurs vies. C'est une chose qu'on a de cesse de répéter dans ce séminaire. C'est la phrase de Rimbaud, plusieurs vies nous sont dues. Mais c'est véritablement l'idée de la dislocation identitaire comme projet politique qui nous permet de changer, qui nous permet d'être étrangers, qui nous permet de ne pas être familiers, et donc de sortir de la dépression et de la nostalgie. Donc ça, c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin. Donc, première caractéristique, et on voit bien, si on compare avec Make It Work, on voit bien, c'est-à-dire l'écart énorme qui commence à se creuser par rapport au projet de Bruno Latour et de Philippe Ken, en l'occurrence. Donc, première chose sur laquelle s'appuyer, c'est la dislocation identitaire. Ça permet quoi? Être quelque chose de ne pas prévu, être étranger et avoir plusieurs vies, ce qui n'est pas rien. Deuxième chose, c'est la dislocation du temps. La dislocation du temps, c'est une manière de véritablement faire bégayer l'histoire, de l'arrêter, d'essayer de la saboter, d'essayer de lui donner ces excroissances dont on ne sait pas très bien quoi faire, c'est lui donner de l'inutile et de l'empêcher tout pour l'empêcher de continuer. On se souvient de cette définition, c'est une des obsessions de Brecht, la continuité engendre la destruction.
une des choses qui, évidemment, pour nous, à chaque fois est important, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans notre approche du temps, mais aussi, évidemment, là, on va commencer à parler théâtre, qu'est-ce qui, dans notre approche du temps, empêche le projet de continuité. On voit bien comment, justement, cet objet en surplus vient toujours perturber de manière chaotique l'ordre des choses, mais aussi l'ordre temporel. Bon. C'est la phrase très connue de Hamlet, le temps qui est hors de ses gonds. Time is out of joint, c'est vraiment cette idée-là. Troisième dislocation qui, pour Hamlet, va moins nous intéresser que pour là, qui est une dislocation qui a à voir avec l'espace, c'est-à-dire les endroits où on se trouve, et ce jeu de palimpseste un peu qui va faire superposer, on va dire, l'endroit de la souricière qui se passe à Vienne, au Danemark et enfin en Angleterre. Mais en fait, qui dit dislocation dit aussi une manière de faire cohabiter et de nous permettre d'aller dans tous ces différents étages. Ce qui n'est évidemment pas le cas, par exemple, dans Make It Work. En fait, si on s'intéresse à ces trois dislocations, à ces trois éléments dramaturgiques, on va dire chaotiques, qu'apporte la mélancolie de gauche, on voit bien que le projet de Bruno Latour est un projet d'une cohérence folle et d'un réalisme fou par rapport à ce que la mélancolie de gauche est capable de faire sur un état du monde et est capable de penser. C'est-à-dire que véritablement, un projet artistique qui se dégagerait en quelque sorte de cette mélancolie, aurait des pouvoirs, aurait des capacités, des pouvoirs mais au sens de ce que tu peux faire, bien plus forts, bien plus intéressants et bien plus dérangeants, bien plus proches en tout cas de la définition de la politique telle qu'elle existe chez Rancière. Est-ce que ça va ? Ouais, on peut. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Parce qu'après, notre objectif, c'est de se rapprocher de Monica et de El Nueve. Vous voyez déjà des liens, mais on s'y rapproche. Je voulais vous parler de deux projets artistiques. Il y en a un qui est un film, un documentaire fiction, et l'autre qui est une pièce de théâtre. Je vais commencer par la pièce de théâtre. C'est parti. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je crois pas. Mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose. Je pense que ce qui fait nous éloigner énormément de Make It Work, la pièce de Bruno Latour, c'est aussi une prise de risque initiale sur le fait de ne pas être tout à fait sûr de ce que cet objet va produire et de ce que ce produit va générer comme retour au social. Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi, pour comprendre le réel projet artistique, en quelque sorte, d'un objet politique. Alors. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas un truc pas dosé dans ce qu'ils ont fait, au sens de ils ne savaient pas où ça allait, et en fait, ils ont décidé de le tirer comme ça, là où peut-être qu'ils auraient voulu en faire autre chose, et que ça s'est fait comme ça. Ah, mais justement, moi je pense qu'ils sont parfaitement parvenus à ce qu'ils voulaient faire. Ah ouais ? C'est ça que je trouve est un peu dérangeant d'une certaine manière. Oui, d'avoir refait tout comme ça aurait pu être prédit, quoi. Oui, voilà, il y a un peu ça. En fait, mais en fait, c'est des questions de cadre. En fait, c'est-à-dire que c'est à la fois des questions de cadre. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée de chaos, etc., ou de dislocation, qui sont des choses qui nous ont intéressés pour Saint-Genès et tout. Mais c'est parce qu'en fait, dans leur cadre, d'une certaine manière, tout est très cohérent, puisqu'en fait tout est érigé par le réalisme. C'est aussi quelque chose, c'est-à-dire que le texte de Mark Fisher sur le réalisme capitaliste définit véritablement ça, c'est qu'on reste dans le champ de ce qui est envisageable avec les paramètres d'entrée en quelque sorte. Tant qu'on reste dans ce champ-là, Hamlet n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spectre qui va arriver. Et c'est là où en fait il y a quelque chose qui est propre à l'art, qui est que de s'emparer de ça.
C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est à proprement parler, on va dire, théâtral dans ce qu'il peut faire et tout, c'est se saisir de ces fondamentaux-là de la dépression pour les détourner et en montrer la richesse, la force de résistance, etc. Et ça, c'est pour ça que Mark Fisher se tourne autant, c'est pour ça que Benjamin aussi se tourne autant vers l'art, etc. C'est précisément sur cette question. Parce qu'en fait, si les gens sont dans un état de dépression, c'est-à-dire d'impuissance, etc., de perte de repères, de perte de désir, etc., l'art peut agir contre ça. Et si l'art peut agir, c'est précisément parce qu'il peut traverser en quelque sorte cette mélancolie de gauche, la traverser et l'amener à là. C'est-à-dire à valoriser ce qui est le virtuel, à la notion de sabotage, à la notion de sabotage, de solitude. Ouais. Dans le... Avec Bruno Latour, il y avait juste, l'art, il était juste dans le fait que c'est la performance, mais il n'y avait pas du virtuel justement comme un truc un peu qui sort d'ailleurs, quoi. Oui, il y a un peu de ça et il y a un peu de, mais je pense que vraiment ça tient au réalisme des personnes qui y participent aussi. Oui. Ça tient véritablement à ça. Ça ressemble à un jeu de rôle, mais comme il y en a dans toutes les écoles, dans toutes les grandes écoles et tout, se prendre pour, c'est-à-dire l'ONU, etc., c'est des trucs qui sont très courants dans toutes les écoles de commerce et autres. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que le faire dans un théâtre, là où c'est dangereux, et dire que la politique est imagination, évidemment, là où c'est dangereux, c'est que tu ne t'intéresses pas à ce que le théâtre peut faire là-dessus. C'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas à ce que le théâtre peut amener réellement d'objets en surplus. Et là où évidemment ça nous intéresse, nous, parce qu'on est des gens de théâtre après tout, c'est de voir une pièce qui ne repose pas sur ce que le théâtre peut faire. Alors que Hamlet ne fait que ça, reposer sur du théâtre. Oui, en gros pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il y avait des gens qui venaient, et c'est là où il y avait un flou. C'est-à-dire que les gens venaient soit assister à des petits bouts, ils pouvaient participer aussi à des discussions, ils pouvaient assister à des assemblées plénières à la fin, etc. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais il aurait fallu mélanger avec des équipes de théâtre, sans doute. Si, il y a Philippe Ken quand même dedans. Philippe Ken, il fait la scénographie, il organise les espaces et le projet a été pensé. Donc en fait, la démarche, et puis aussi, c'est quand même pas rien d'être dans un théâtre. D'être dans la grande salle, moi ça me fait un petit truc, d'être dans la grande salle des Amandiers de Nanterre quand même. Que tu le veuilles ou non. Et puis après, c'est censé être présenté dans le cadre d'un programme artistique. Bon. Mais oui, après, je suis d'accord, en fait, c'est un objet hybride. Et il a été présenté comme tel. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce n'est pas présenté comme dirigé par une compagnie, etc. Ça, c'est clair. C'est comme un petit peu une sorte de brechettisme du côté du réformisme. C'est strictement réformiste. Oui, voilà. L'obsession du réalisme, c'est de dire on ne veut pas faire la révolution. La révolution, on doit obtenir la réforme. Et du coup, jouer des rôles, ça nous permet d'introduire un petit bouger fictionnel pour atteindre la réforme. Pas la puissance imaginaire de la révolution. La pièce dont je voulais vous... T'as dit quoi ? C'est le PS. Oui, mais en tout cas, mais c'est que c'est aussi, en fait, c'est moi ce qui m'a, là où moi j'en sors fortement plus déprimé après ce genre de spectacle, mais parce que c'est comment faire rentrer le réalisme capitaliste dans les murs d'un théâtre. Et c'est ça que je trouve extrêmement dur. Là où j'en veux à Philippe Ken, c'est d'avoir laissé un théâtre comme les Amandiers de Nanterre être autant pétri de réalisme. C'est ça, moi, qui me tue. C'est-à-dire que genre, ça me paraît violent par rapport au théâtre et par rapport à ce qu'est le théâtre. Mais bon, voilà. Après, c'est des... Mais parce qu'en fait, on n'a pas le coup de bâton. C'est-à-dire qu'on n'a pas le coup de bâton de tous ces objets en surplus, de toutes ces tentatives de sabotage, de tous ces débordements, etc. On n'a pas le coup de bâton du théâtre face à ça, et ce monde-là. Comme s'il pouvait impunément rentrer dans une salle de théâtre et en sortir indemne. Ce qui est faux.
quoi, j'espère. J'aimerais vous parler d'un projet théâtral qui est très particulier, qui s'appelle Rosa Collective, qui est une pièce que Armand Gatti a écrite au tout début des années 70. Armand Gatti, c'est un auteur qui écrit, qui met en scène, qui a travaillé dans un lieu qui s'appelle La Parole Errante, qui existe encore aujourd'hui, il est mort depuis. Gatti, il a énormément écrit, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup travaillé aussi sur, on va dire, avec des troupes amateuristes, et véritablement, c'est un des auteurs dont je voulais parler, parce que le séminaire s'appelle Un théâtre à la hauteur des circonstances. Hein. Évidemment que Gatti a à voir avec cette définition, et surtout le projet théâtral de Gatti a à voir avec cette quête persistante d'un théâtre qui se hisse tant bien que mal à la hauteur des circonstances. Bon. Cette pièce, je vous en parlais parce que pour moi, c'est une pièce laboratoire très étrange, qui est très dure à lire, parce que comme beaucoup des pièces de Gatti, ce sont des pièces qui ne sont pas faites ensuite pour être remises en scène. Ce sont des pièces qui sont là pour témoigner, d'une expérience, qui sont là comme un laboratoire. Donc c'est des pièces qui sont assez dures à lire, mais qui sont d'un enthousiasme assez fou et qui, surtout pour moi, s'intéressent précisément aux questions qui sont là. Pourquoi ? Parce que Rosa Collective prend le nom de Rosa Luxembourg, qui est peut-être une des figures qui a le plus soulevé de passion nostalgique et mélancolique, en tout cas dans la gauche révolutionnaire et surtout dans les années 70. C'est le nom qui a été associé à Karl Liebknecht pour créer le Parti communiste allemand. On est en décembre 1918 et elle a été assassinée avec Karl Liebknecht par les dirigeants sociodémocrates le 15 janvier 1919. Quelques mois avant la proclamation de la République de Weimar. Bon. Là où évidemment c'est devenu entre-temps une espèce de martyr, parce que c'est une très grande figure de ce qui a été appelé a posteriori la Révolution allemande, hein, qui a énormément écrit aussi sur la possibilité ou non de continuer la révolution de 17, la révolution russe de 17. Donc en fait, c'est une figure qui a été érigée tant bien que mal. Et en fait, le tableau là, que je vous ai montré, qui est un tableau, mais c'était assez saisissant, c'est un tableau qui a été fait... Ah mais je peux plus, rien ne marche, assis. C'est un tableau... Comment ? Oui. Ce tableau-là, donc, ce sont des gens qui... donc on voit aussi, ça c'est intéressant, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est que il y a un risque pour que les spectres-là, c'est-à-dire les personnes qu'on réinvite, soient trop importants pour nous et qu'on ne puisse pas tout à fait les satisfaire ou continuer ce qu'ils ont fait. Hamlet, il est face au spectre de son père qui lui demande de faire ce que lui, il aurait fait de son vivant, de continuer d'être un peu, voilà. Mais bon, à la limite, c'est son père, pourquoi pas. Évidemment que si on a pour spectre quelqu'un comme Rosa Luxembourg, donc là c'est Karl Liebknecht qui est mort, hein, mais en gros c'est pour le... si évidemment on a pour spectre quelqu'un comme Rosa Luxembourg, il va être extrêmement dur pour les personnes de convoquer ce spectre-là sans ne pas faire ce que les autres font, c'est-à-dire se courber. Ce qui est quelque chose de très dangereux, évidemment, parce que si on se courbe devant quelqu'un qui est mort, on est foutu, on tombe dans la mélancolie de gauche et c'est la dépression. C'est sûr que c'est la dépression, puisqu'on ne sera jamais à la hauteur de quelqu'un comme Rosa Luxembourg. Qu'on se le dise. C'est pas quelque chose de triste, c'est un fait. Donc voilà, c'est ça j'y pense, mais c'est pour vous montrer que le projet théâtral de base de Armand Gatti est extrêmement... on va dire épineux. Moi, quand j'ai acheté cette pièce, j'avais très peur. J'avais très peur parce qu'en fait, on peut très vite tomber dans une muséification, dans une espèce de hymne à la gloire, en quelque sorte, de ces grands martyrs. Un truc très chrétien et tout qu'on peut trouver dans beaucoup de pièces de gauche. Là, il n'en est rien. C'est bien plus étrange et bien plus chaotique que cela. La situation initiale, c'est celle d'un plateau télé. Donc on est au tout début des années 70, on est quelques mois après la fin de mai 68, sur un plateau télé, et l'émission s'appelle Rosa Collective. Donc il y a les premiers personnages qui nous intéressent, ce sont des présentateurs, donc ce sont les personnes qui sont responsables de l'émission. Puis après, là je vais lire juste les personnages pour que vous vous rendiez compte. Oui, le but de l'émission, c'est
de parler ou de dire quelque chose, de faire des pièces ou on ne sait quoi sur Rosa Luxembourg. De dire, voilà, on va essayer de rendre quelque chose de Rosa Luxembourg. D'accord ? Et donc pour cela, ils vont inviter plein de gens. Il y a les témoins directs, l'ancienne secrétaire du Rote Fahne, qui est le journal de Rosa Luxembourg, un vétéran de la semaine spartakiste, c'est la révolution allemande. Il y a un des commandants de la garde cavalerie Schützendivision, c'est ceux qui ont tué et qui ont assassiné Rosa Luxembourg, et son avocate, bien sûr. Puis après, il y a un étudiant qui a peint sur le frontispice de l'université de Cologne le nom de Rosa. Là, ce sont des gens qu'ils ont croisés au cours de 8 années de documentation et qu'ils jouent sur scène. Il y a aussi un membre du groupe d'études Rosa Luxembourg de Munich, un vainqueur de Spartakiade à l'échelon national, un responsable de la brigade Rosa Luxembourg de l'usine chimique de Dresde, un membre du DSA, donc en gros, une femme diplomate allemande enlevée par le groupe luxembourgiste de la guérilla urbaine brésilienne et échangée contre la libération de prisonniers politiques. Puis après, il y a d'autres personnages qui sont les invités étrangers. Il y a un animateur du groupe Rosa Luxembourg de Strasbourg qui existe vraiment, dont François et Leïla sont membres. Il y a une panthère noire reçue en fuite de son pays. Et il y a après des groupes. Il y a des groupes, des personnes, il y a souvent ça chez Armand Gatti. Donc il y a des groupes qui apportent le soutien possible aux actions d'auditeurs. Donc c'est un membre d'extrême droite qui est invité. Donc il faut qu'il y ait des membres d'extrême droite qui font un groupe à côté. Et il y a aussi les invités qui gagneraient à être augmentés, en particulier ceux de Munich et de Cologne, pour donner une image plus proche des communes étudiantes telles qu'elles ont existé ces dernières années. Il invite en quelque sorte chacune des représentations à inviter des représentants des différentes communes étudiantes qui se faisaient au tout début des années 70. Il faut imaginer le degré de chaos du plateau. La troisième qui doit être formée de quelques policiers. Donc il faut des gens qui font des policiers. Ça, c'est les personnages. Ce qui est intéressant, c'est que pendant 8 années, en fait, donc je vais vous décrire ce qu'il appelle l'addition tout de suite. C'est une manière de décrire le processus de documentation, d'obsession en quelque sorte qu'ils ont eu autour de Rosa Luxembourg. Donc ce qui doit apparaître. 12 personnes qui l'ont connu personnellement et aimé. 2 anciens gardiens de prison. 7 vétérans qui ont vécu intensément la Révolution allemande. 3 de ces assassins, dont l'un est mort à peine l'entretien terminé. 4 personnes possédant sur Rosa des documents et des objets hérités de leurs parents. Les œuvres de Rosa. Les œuvres écrites sur Rosa. Les œuvres écrites sur la Révolution allemande. 14 volumes de la même bibliothèque, dont 2 superbement illustrés. Les somptueux dossiers de l'Institut de marxisme-léninisme de Berlin-Est. 6 interprètes chercheurs de choc disposés en rose des vents à travers l'Europe. 9 groupes d'études dont des statuts déposés dans les préfectures de police de différents endroits se coiffent du nom de Rosa. 5 groupes ayant manifesté dans la rue sous le nom de Rosa, les uns transportant sa photo comme slogan, les autres en peignant son nom sur le fronton des édifices publics. 147 organisations ou organismes qui, dans le monde, portent le nom de Rosa, les écoles, les jardins d'enfants et les clubs sportifs. 2000 interviews dans 16 villes différentes avec la question « Rosa, qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui ?» L'inoubliable nuit passée avec le groupe luxembourgiste de la guérilla brésilienne, la recherche à travers Berlin de tous les endroits où elle a vécu, prison comprise. 2 panthères noires en transit à Berlin, avec qui nous avons fait, partant de la Mainherstraße, le dernier trajet de Karl Liebknecht, qui, à quelques mètres près, fut aussi celui de Rosa. 3 petits points. La pièce qui en a résulté, donc là c'est Armand Gatti qui parle, donc ça c'est le texte que vous avez. La pièce qui en a résulté ne pouvait lui être fidèle, donc ce qui a résulté de cette addition. La pièce qui en a résulté ne pouvait lui être fidèle si elle restait uniquement repliée sur son histoire. Elle débouche donc et devra toujours déboucher sur une proposition de lutte. D'où une fin qu'il faudra toujours renouveler en fonction des luttes qu'il apparaîtra nécessaire de mener à chaque montage. Cette croisière de 8 ans à travers la vie et l'après-vie d'une femme a été pour nous une espèce de mariage. 8 ans d'exaltation, d'invective, de séparation, d'incertitude, de retour, de réconciliation et de grands moments de plénitude aussi, nous ont donné l'impression de braver tout ce que les états civils laissaient entendre. Mai 68 a amené la rupture en nous reprojetant chacun dans notre histoire d'origine. Si le langage et ses enjeux ne sont plus les mêmes, le combat reste. Cette pièce ne serait qu'un constat de séparation, plus ou moins sincère par moments, s'il n'y entrait la nécessité de prolonger dans le quotidien de ceux qui la verront le combat à commencer par Rosa. Combat acquis la veille de son assassinat
de son assassinat, elle a fait dire « Je suis, j'étais, je serai ». Le projet de base de cette émission, c'est de dire quelque chose de Rosa. Vous vous en doutez, il va y avoir des essais. Il y a à peu près 12 tentatives scéniques, à tour de rôle, de mini-pièces, de tentatives de dire quelque chose de Rosa. Il y en a qui vont l'incarner, il y en a qui vont en dire de manière biographique, il y en a qui vont s'entrecouper, qui ne vont jamais aboutir dans leurs propositions, mais il appelle ça des possibilités d'eux. Ils ne vont jamais aboutir. Évidemment que tout cela ne sera que des essais, des manières d'essayer d'eux. Mais c'est là où on retrouve alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est-à-dire dislocation identitaire. On a Rosa qui va du coup se dissoudre, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Rosa collective, c'est qu'évidemment Rosa va se dissoudre dans toute la réalité des luttes d'aujourd'hui et dans toutes ces personnes qui vont dire « je suis Rosa ». Il y a évidemment celui de Black Panther, donc il y a véritablement des Black Panthers qui sont, pour les 50 ans de la mort de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, venus à Berlin-Est pour retracer et se mettre dans les pas de Rosa Luxembourg. Pourquoi ? Ils sont là, ils expliquent pourquoi, ils le font. Donc c'est l'occasion de parler des Black Panthers et de dire ce qu'ils font. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil sur les communes étudiantes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pourquoi, à quoi leur sert le spectre de Rosa ? Et c'est ça qui est assez touchant, c'est que le spectre de Rosa leur permet d'une certaine manière de refaire vivre déjà Rosa dans leurs pas, et inversement de satisfaire ce que Rosa a commencé, de continuer. C'est de donner crédit à l'insatisfaction des morts. C'est de permettre à notre réalité, en tout cas le cadre spatio-temporel dans lequel nous sommes, de le trouer de l'insatisfaction des morts. Mais ça a une utilité assez folle. Déjà parce que tu es plus nombreux si tu as les morts de ton côté. Et puis après, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la toute-puissance, c'est-à-dire de l'ordre de la capacité. Il y a quelque chose aussi de la force que ça peut donner d'avoir une autre vie et de, le temps d'un instant, se prendre pour Rosa. Donc ça a à voir avec l'identitaire. Quand Armand Gatti parle qu'il n'est pas question ici d'état civil, c'est véritablement ça. Le premier geste, c'est de disloquer. Le théâtre est là pour avoir des vies que vous n'avez pas dans la vie de tous les jours. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'accord ? D'où l'idée d'avoir plusieurs vies. Et Rosa permet de ça. Et ne permet que ça. La vraie Rosa, d'une certaine manière, on s'en fiche. Donc, première des choses. Après, évidemment que la dislocation temporelle est très importante et guide toute la pièce. Il y a des bouts de gens qui vont reconstituer. Il y a évidemment des choses qui vont rejaillir de la Révolution allemande, comme des choses qui vont venir dans le présent, arriver, etc., etc. Mais l'idée de la dislocation du temps permet un va-et-vient et permet véritablement de refuser à ce que le présent ne soit que le présent, qui là aussi est un projet politique, qui là aussi en fait va nous permettre de combattre la nostalgie. Ouais. Mais moi, ce qui, je trouve, me touche le plus dans ce projet théâtral, c'est sa capacité à créer des brèches et à créer en quelque sorte le cadre pour le débordement. C'est une pièce qui n'a de sens que si elle est débordée. Débordée, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle va produire, ce qu'elle produit et ce que ça va générer. Elle ne maîtrise pas tout à fait son retour au social, c'est-à-dire la manière dont les gens, ensuite, après, vont s'emparer de cet objet en surplus pour retourner, augmenter d'une réalité chaotiquement complétée. C'était un peu ce qu'on avait. Évidemment que c'est chaotique que de mélanger. Et il y a quelque chose d'explosif à essayer de faire en sorte que Rosa Luxembourg revienne alors qu'on est en 1970. Ce n'est pas des figures, on va dire, consensuelles. Et ça, c'est véritablement... c'est là où je pense que le théâtre touche à avoir, en tout cas comme moyen, là c'est beaucoup plus des choses qui sont formelles, mais en fait la mélancolie de gauche dans ce projet théâtral est érigée comme une espèce de projet dramaturgique pour permettre au théâtre d'être à la hauteur des circonstances. Mais d'une certaine manière, moi ce que je trouve extrêmement beau, c'est aussi de permettre aux circonstances d'être à la hauteur de Rosa Luxembourg et
à Rosa Luxembourg d'être à la hauteur des circonstances des années 70. C'est pour ça que je parlais aussi par rapport à Bruno Latour à ce jeu de va-et-vient, c'est-à-dire à ce retour de bâton. Il y en a qui s'en foutent de Rosa et qui disent « moi je ne suis pas venu là pour parler de Rosa, je suis venu là pour parler de ce qui se passe à Strasbourg, etc. J'ai profité de cette émission pour… » Bah oui, évidemment que la réalité va faire ça. De la même manière qu'il y en aurait, à mon avis, qui n'auraient pas du tout parlé d'écologie si ça s'était ouvert, si ça s'était débordé. Hein, mais d'une certaine manière, créer le cadre théâtral pour permettre cela, c'est quelque chose qui, de base, est politique. Hein. C'est véritablement un objet en surplus. Et en fait, cette émission, là aussi, c'est intéressant, c'est que l'essai, la tentative, la possibilité d'eux, est aussi quelque chose qui est importante. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire que le succès doit tout recouvrir, le succès doit créer du consensus, le succès doit remplacer et tout le monde devra s'engouffrer dans cette nouvelle orientation que nous présente le théâtre. L'idée n'est pas de remplacer le futur ou de leur proposer un futur tout bien fait. L'idée, encore une fois, est de poser des pavés dans la mare. Et c'est véritablement ça, c'est-à-dire c'est de faire des essais, mais des essais aussi tous azimuts. Bon. Il me reste encore un tout petit peu de temps, je pense. Oui. Dernier extrait. Ça va? Oui? Dis-moi. Que ça permet de refuser que le présent soit le présent. Oui. En fait, une des choses qui est importante si tu es nostalgique et conservateur, c'est de faire en sorte que tout soit ramassé dans l'instant présent, dans ce qui vaut aujourd'hui pour aujourd'hui. Et en fait, si tu penses ça, tu ne verras dans le passé que des choses que tu es parvenu à conserver, et dans le futur que des choses à continuer. Ce qui structure un projet conservateur, c'est l'omniprésence du présent. Si tu regardes dans le présent, seulement à partir du présent, tu vas pas être… L'idée, c'est la satisfaction. Il faut que tu sois satisfait de ton présent pour, dans le passé, voir des choses que tu as su conserver et, dans le futur, des choses à continuer. Ouais. Évidemment que c'est ce que dit Walter Benjamin sur le mécontentement. La base de la mélancolie de gauche, c'est d'être insatisfait. Donc évidemment, si de base tu es satisfait de l'état des choses, bon, tu n'as pas vraiment de futur à désirer, tu n'as pas vraiment… Voilà. Le dernier extrait qui donne un peu dans Panache, c'est un documentaire qui est très connu, qui est de Peter Watkins, qui s'appelle Commune Paris 1871. Et je vais vous montrer un passage, donc c'est une fresque assez titanesque, c'est un film de documentaire fiction. C'est un peu, bon… Vous connaissez Peter Watkins, il y a un autre film qui est génial qui s'appelle Punishment Park. Mais en gros, c'est un réalisateur qui joue beaucoup sur on va dire, la zone entre le fictif et le réel. D'accord ? C'est un documentaire qui a été tourné en 2000 et qui, en quelques heures, 6 ou 7, je ne sais plus, dépeint de manière très structurée, très ordonnée, la Commune de Paris. C'est une reconstitution historique, vous allez voir, assez grandiose, mais qui possède des particularités qui ont à voir avec ce qu'on dit. La première chose qui a à voir avec ce frottement, cette dislocation temporelle, c'est que le point de départ, c'est un documentaire, donc ce sont des journalistes, donc il y a un plateau télé, il y a une télé en 1871, il y a même 2 télés, il y a la télé des Versaillais et la télé des Communards, et ils se battent en quelque sorte pour l'image officielle ou la manière de raconter les événements de la Commune de Paris. D'accord ? Donc il y a quand même cette chose-là qui crée déjà un premier frottement. Mais on va s'intéresser à un passage de la Commune de Paris qui est important, c'est le passage, on est juste avant la semaine sanglante, et c'est la première fois que les communards commencent à essuyer de sérieuses défaites. Et le journaliste en profite à ce moment-là pour poser certaines questions. Le suspense. On est parti ? Lui, c'est le journaliste.
chiens enragés depuis des siècles et des siècles. Il faut bien faire quelque chose. Nous n'avons pas choisi d'être de ce côté-là, mais nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous feriez quoi? Aujourd'hui, pour nous défendre, vous serez là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour une utopie aujourd'hui? Pas pour une utopie, pour une réalité, parce que c'est une réalité. C'est pas une utopie. J'entends rien. Nous, ici à l'atelier, on continue à réparer chez Fusil. Il y a beaucoup d'ouvriers en ce moment sur les barricades. Toute la classe ouvrière avec la garde nationale. On est tous avec eux parce que leur combat, c'est notre combat. Soyez verdure. Vous êtes allé du 11e, vous êtes sur la barricade. Je suis venu avec le peuple aider à défendre le 11e. Avec les Marseillais, il y a eu plus d'être morts au Panthéon. Je vois pas beaucoup d'autres élus ici. Où est-ce qu'ils sont les autres? Il faut se battre contre l'ignorance, que les élus sachent bien qu'ils se battent contre l'ignorance. L'ignorance a fait que les commandements font qu'on massacre dans les hôpitaux. Qui sont les autres élus? On ne le sait pas, on sait simplement qu'on est une dizaine ici, on essaie de se concentrer, de rassembler les informations. Est-ce qu'il y a des gens de la mairie du 11e ici? Il y a des gens qui pensent que les gens de la mairie du 11e sont responsables de cette situation. On a défendu la République, on a organisé le peuple, on l'a aidé à prendre la parole. Attention, Vous avez fait la rétention pour les armes. on n'a pas fait attention, chacun. Réquisitionner des armes, nous avons tout fait. Nous aussi, nous avons eu des ordres, des contrôles. Oui, c'est vrai, il y a eu des problèmes d'organisation. Mais sinon, on a encore la foi d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Est-ce qu'ils sont les canons? Il y a des canons. Écoutez les canons, vous avez été dans la 11e, vous étiez à sur les bûchements, nous ne nous occupions pas des canons. Maintenant, aujourd'hui, le problème, il est mondial, il est dans l'économie, il est qu'il faut rétablir les droits dans les pays qui sont absolument opprimés par les pays capitalistes. C'est le cas d'aujourd'hui. Le combat, il est beaucoup plus Versailles. Le peuple aussi est opprimé. L'oppression, elle est dans les pays pauvres, elle est dans les pays riches pour les pauvres. On est des êtres humains. Merde.
Ça continue comme ça pendant... Merci. Je pense que vous avez compris un peu le geste. Évidemment, la force énorme, à mon avis, de ce film, ça nous rejoint un peu ici, là. C'est-à-dire cette passion pour Hamlet, pour jouer, et cette chose extrêmement étrange de se laisser contaminer à être quelqu'un d'autre, et avoir le vertige que du coup le journaliste l'a créé, hein, en posant directement la question, à se dire, est-ce que la personne que je suis dans les barricades, là, en mai 71, a quelque valeur, quelque chose à dire, quelque chose à ramener sur notre présent et sur la société. On voit bien que c'est énorme, en quelque sorte, et que c'est une puissance qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce que Bruno Latour et autres ont essayé de faire. Il y a un truc de l'ordre de l'utilité à avoir plusieurs vies, de l'utilité à être étranger aussi à soi-même, à se surprendre, et on le voit là dans l'interview, à se surprendre soi-même de dire des choses qui sont explosives. Défendre aujourd'hui la lutte armée, hein, il faut voir que c'est quelque chose qui évidemment ne fait pas consensus. Et en fait, on voit bien aussi à quoi ça sert. Si on pose, parce que là, évidemment que c'est un objet en surplus, hein. Là, l'objet, c'est une excroissance absolument totale que de reconstituer la Commune de Paris, ils sont à la parole errante, hein, à Montreuil, à cette échelle-là, avec ce degré et cette rigueur dans les événements, dans les différents rôles et tout. Mais l'utilité, encore une fois, c'est le retour, c'est la dislocation, c'est cette espèce de chose, hein, le temps qui est hors de ses gonds. L'idée n'est pas du tout de faire une reconstitution de la Commune de Paris, on n'en a rien à foutre. La question, c'est quel va-et-vient, quelle discussion la Commune de Paris a à avoir, et s'il y avait certains des personnages de la barricade, certaines des personnes mortes sur les barricades de mai 71, qui venaient... hanter, hein, donc c'est véritablement ça, hanter les vivants pour continuer ce qu'ils n'ont pas pu finir. C'est ça qui est assez vertigineux. En fait, là, la question que l'interview le pose, là, en mode est-ce qu'on continuerait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à satisfaire ce qui a commencé à être creusé, en quelque sorte, hein ? C'est un beau passage, non ? C'est assez saisissant. Et encore une fois, c'est là où vraiment il y a quelque chose qui a à voir avec le non prévisible. On ne sait pas ce que les gens vont ramener de cette chose-là. On ne sait pas du tout ce que ça va produire d'une certaine manière. Il faut être débordé. Mais être bordé dans tous les sens. Et vous voyez comme le journaliste, savamment, va et vient entre la situation dans la commune et la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intérêt, encore une fois, l'intérêt de l'art, c'est de créer cette espèce de ligne de crête, toujours, entre donc du coup ce virtuel et en quelque sorte la réalité, nous, le présent, etc. Ça va, il y a des questions ? 2000, c'est en 2000. Ouais, c'est il n'y a pas si longtemps. Mais vous voyez que c'est très bizarre. En fait, encore une fois, moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que tu vois dans le regard des gens la surprise. C'est le petit moment de flottement. En mode, je reste dans mon rôle. Mais oui, mon rôle, c'est de prendre les armes et de tirer. Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et un petit moment de flottement. Moi, je le ferai. Et cette parole-là dégage une émotion qui est très particulière, que seul le théâtre peut faire, d'une certaine manière. Et qui a à voir avec Hamlet, hein, qui a à voir avec tout ce qu'on a dit. Bon. Moi, ça me fait un peu penser, c'est un peu à côté, mais ça me fait un peu penser au travail de Milora, Ouais. de discussion avec... Enfin, ça me faisait particulièrement penser, je ne me rappelle plus le nom de la pièce, mais sur Rwanda. Hate Radio. Où il y a le tribunal sur le Congo aussi, où il met en scène un tribunal Ouais. avec des vrais avocats et des vrais juges. Milorao, c'est un peu le spécialiste de la simulation.
Et c'est vrai que dans son manifeste, c'est très intéressant, parce que par exemple, dans son manifeste, lui, il mélange toujours. Il mélange toujours des gens qui ont vécu l'expérience avec des gens qui n'ont pas vécu l'expérience. Il mélange toujours des professionnels avec des amateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour créer ça, justement. Il y a beaucoup de trucs du coup pour le virtuel, justement dans Air Radio, ce qui me faisait penser, c'est que c'est des acteurs rwandais Ouais. qui jouent dans la radio de gens qui vont appeler au massacre. Ouais. Et du coup, c'est cette espèce de surplus-là qui est hyper particulier, qui n'est pas exactement du même ordre, parce que c'est pas faire revivre un personnage qu'on aurait voulu faire exister, mais l'inverse exact, un stade qui ça doit être horrible pour des acteurs rwandais de jouer un truc pareil. Et du coup, ils ont été joués au Rwanda, et c'est vraiment ce que, tout parce que les gens ils vont sortir avec ça. Oui, et puis là où c'est en surplus, c'est que c'est une reconstitution qui n'a pas vraiment de valeur en soi. Tu fais bégayer l'histoire, mais de manière assez gratuite, ou en tout cas de manière assez pour elle-même. Et c'est vrai que l'idée de la suite pose question. Mais oui, Milo Rao, complètement. Complètement. La reconstitution. Mais là, on va s'intéresser à une autre reconstitution quand même. Celle de El Nueve. On fait une pause, et après on parle de Monica.